Merci. La parole est à Monsieur Philippe Folliot pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. En ce début de XXIe siècle, il pourrait sembler surprenant à une partie de nos compatriotes de nous voir débattre du renforcement de la lutte contre la piraterie maritime. C'est une menace séculaire qui pèse sur la sécurité maritime et le renouveau de la piraterie depuis le début des années 90 est lié à la convergence de plusieurs facteurs. L'augmentation exponentielle du trafic maritime, alors que depuis la fin de la guerre froide, la capacité de contrôle des espaces et des routes maritimes par les grandes puissances navales s'est réduite. La mondialisation, c'est la maritimisation du monde. Et du reste, on peut s'interroger, sur les capacités qui peuvent être celles des marines d'un certain nombre de pays à pouvoir assumer, des fonctions régaliennes qui sont les leurs en matière de contrôle de l'espace maritime, mais aussi d'accompagnement. Et je crois que je profite de l'occasion qui nous est donnée de parler de ce sujet-là pour dire les inquiétudes qui peuvent être les nôtres au regard de l'évolution du budget de la défense en général, mais surtout de la part de celui-ci qui est consacré donc à notre marine nationale. Autre élément, c'est celui de l'affaiblissement d'États incapables de sécuriser leurs espaces maritimes. Et parallèlement, le renforcement de groupes criminels, mafieux parfois, usant pleinement des opportunités offertes par les nouvelles technologies et la mondialisation. Selon le décompte annuel du Bureau maritime international, 264 incidents, cela a été dit, ont eu lieu en 2013, dont 12 détournements. Pôle historique de la piraterie, l'Asie du Sud-Est connaît une inquiétante flambée des attaques autour des détroits de Malacca, de Lombok et de la Sonde. Le golfe d'Aden et le golfe de Guinée sont aujourd'hui deux foyers majeurs, 31 incidents ayant eu lieu au large du Nigeria et 15 au large de la Somalie. L'espace Caraïbe, quatrième zone mondiale traditionnelle de piraterie, est quant à lui en recul. Le point commun de ces régions est autant la difficulté de les contrôler que leur importance stratégique pour la sécurisation des routes maritimes internationales. Car à Malacca, comme en Aden, ce sont bien des intérêts nationaux qui peuvent être mis en péril, et plus particulièrement les nôtres. Loin des barbes noires ou des Jack Rackham qui peuplaient les récits de notre jeunesse, les pirates actuels sont des paysans ou des pêcheurs appauvris qui ont sombré dans la délinquance, dans le trafic, avec des mafias parfois extrêmement violentes et bien équipées, ou de gangs isolés, les profits étant très divers selon les moyens et leur région d'origine. Leurs cibles sont indifféremment les navires de commerce, de pêche ou les bateaux de plaisance, sans attention particulière pour le pavillon du navire attaqué. En fait, chaque fois que nous avons une extrême pauvreté, et plusieurs interlocuteurs l'ont dit, la piraterie est finalement la conséquence d'un mal qui est un mal plus profond, qui est celui, du développement. Et que si certains, s'engagent dans de tels actes, c'est aussi parce que il y a un certain nombre de conséquences et on pourrait revenir sur les problématiques de la pêche industrielle dans certaines régions qui ont fait que des pêcheurs traditionnels, ne pouvant plus subvenir aux besoins de leur famille, se sont laissés aller et tenter dans ces travers que sont la piraterie et le brigandage. Les pirates n'hésitent plus à utiliser un armement lourd et très mobile
ils agissent autant en haute mer qu'au mouillage lorsque les navires sont les plus vulnérables. À l'échelle mondiale, le coût de cette piraterie moderne est aujourd'hui extrêmement élevé. Il y a un coût humain d'abord, à travers les atteintes physiques et psychologiques inadmissibles contre les marins. On a parlé d'un certain nombre de morts, mais aussi en cas d'attaque réussie, les prises d'otages sont systématiques dans l'océan Indien et de plus en plus fréquentes dans le golfe de Guinée. Les périodes de captivité durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et sont très éprouvantes, même parfois entraînent les décès de membres d'équipage. Le coût économique ensuite, pour son impact sur le commerce international, les surcoûts pour les armateurs liés à la piraterie sont évalués entre 7 et 12 milliards de dollars chaque année du fait des dépenses de carburant, des frais d'assurance, des dépenses de sécurité, du versement de primes de risque aux équipages. Les compagnies françaises sont directement concernées avec le transport de 15 millions de passagers par an et à l'heure où 72% de nos importations et exportations sont assurées par des voies maritimes. Une catastrophe aux conséquences environnementales considérables n'est également pas à exclure. Peu après le détournement du Sirius Star par des pirates somaliens en novembre 2008, un scénario a circulé dans la presse décrivant une marée noire intentionnellement ou accidentellement déclenchée par les pirates. Si jusqu'à présent, aucune attaque pirate n'a eu de telles conséquences, le risque est donc réel. On le voit bien, lutter contre la piraterie maritime en assurant la sécurité des équipages et des navires constitue un enjeu considérable, tant pour les armateurs que pour la communauté des États. Cela participe également au renforcement de la compétitivité du pavillon français et du transport maritime national dans une concurrence étrangère de plus en plus rude. La France, l'Europe et le monde ont déjà réagi en déployant des escadres au large de la Somalie. Ce sont les opérations Atalante menées par l'Union européenne et Ocean Shield conduites par l'OTAN. Si cette présence constante a indéniablement diminué les risques, elle ne parvient toujours pas à assurer une sécurité maximale. Depuis 2008, l'État français met donc à disposition des navires battant pavillon français environ 150 fusiliers et commandos marins. Mais là encore, malgré leur expertise, leur professionnalisme, leur dévouement, l'État ne répond favorablement qu'à environ 70% de la trentaine de demandes de protection reçues chaque année. Les entreprises privées de protection de navires, du fait d'un prépositionnement plus important, pourrait donc jouer un rôle complémentaire et fondamental de celui aujourd'hui dévolu à la Marine nationale. Sur les 15 pays de l'Union européenne disposant d'une flotte de commerce importante, 11 autorisent déjà la présence d'entreprises privées armées à bord de leurs navires. Ce projet de loi alignera donc la législation française sur celle de ses partenaires qui sont aussi ses concurrents. Au-delà de cette nécessaire harmonisation européenne, ce texte s'inscrit dans la droite ligne du rapport d'information de nos ex-collègues Christian Ménard et Jean-Claude Violet relatif aux sociétés militaires privées, remis sous la précédente législature. Déjà, les auteurs considéraient que notre pays est désormais prêt à autoriser l'embarquement de personnel privé armé à bord des navires commerciaux traversant les zones dangereuses. Ce texte répond enfin à une demande de l'ensemble des professionnels du secteur maritime qui ont pris à témoin l'État sur ses propres limites et la nécessité d'une législation de la protection maritime par des agents embarqués. À notre sens, le débat ne doit donc pas porter sur la question de l'embarquement de ces équipes, mais sur le contrôle que doivent exiger les armateurs et les gouvernements, autant sur leurs propres soldats que sur les privés. Nous ne voyons donc pas d'obstacle à l'adoption de ce projet de loi si l'ensemble des conditions d'armement, les exigences de traçabilité, les conditions dans lesquelles il pourra être fait de l'usage de la force sont suffisamment encadrées, ce qui nous semble être le cas. Le texte prévoit, d'une part, la nouvelle activité de protection privée des navires sera strictement circonscrite à un nombre limité de cas spécifiques et d'autre part encadrée de manière rigoureuse avec un système complet de certification, d'autorisation et d'agrément. Il prévoit enfin un contrôle du respect des règles qu'il fixe à terre comme en mer, instaure un suivi strict des armes embarquées, interdit la sous-traitance et n'admet le recours à la force que dans le cadre de la légitime défense. Ainsi,
L'offre privée ne se substituera pas à l'offre publique, elle doit simplement être considérée comme un complément visant à assurer une protection effective et efficace des personnes et des biens quand la Marine nationale ne peut seule honorer pleinement une telle mission. Elle devra enfin permettre le développement d'une offre française structurée dans ce domaine et la pleine connaissance du savoir-faire de nos soldats, courtisés par les sociétés anglo-saxonnes. À ce sujet, nous souhaitons que l'examen de ce projet de loi permette d'ouvrir une réflexion plus large sur le rôle de la place des entreprises de services de sécurité et de défense. Comme nous l'avaient relevé nos ex-collègues Ménard et Violet dans leur excellent rapport auquel je faisais allusion tout à l'heure, celles-ci sont largement développées à l'étranger ces 20 dernières années, puisqu'on dénombre près de 1500 actives à travers le monde, offrant des prestations très variées, du conseil et ingénierie, de la sécurité, au soutien opérationnel ou encore à l'intelligence économique. Le chiffre d'affaires global de ce secteur se situerait entre 100 et 200 milliards de dollars par an, le ministère des Affaires étrangères évoquant même le chiffre de 400 milliards. Encourager le développement de ces entreprises, devenues des acteurs incontournables de la sécurité internationale, représente donc un enjeu hautement stratégique pour notre pays. Et donc, dans le droit fil du rapport Ménard et Violet, nous considérons essentiel l'adoption rapide d'un cadre législatif spécifique dont l'objectif serait de clarifier les activités que la France autorise et prohibe en définissant une véritable liste de sorte que nos ESSD soient encouragés, de préciser les conditions de certification des entreprises d'habilitation et leurs agents d'armement, de faciliter le régime d'exportation de matériel léger de sécurité et de veiller à ce que ces sociétés n'assurent pas de missions contraires aux intérêts de la France. C'est pourquoi, en conclusion, conformément à l'une des 18 propositions émises par l'UDI en matière de défense, nous défendrons un amendement proposant à ce que le gouvernement remette un rapport au Parlement contenant des mesures qui permettront le développement de ce secteur stratégique en France. Nous voterons ce texte. Je vous remercie.